Je pense que le GH6 apporte une possibilité d'expression en vidéo qui est un cran au-dessus du reste, grâce à la liberté et à la simplicité de mouvement qu'il procure, ou peut-être grâce aux possibilités de post-production qu'il permet, ou même grâce aux possibilités de ralenti qu'il peut réaliser. Il est pour des personnes qui veulent pouvoir créer des vidéos différentes. Je pense que le GH6 est une caméra qui rend en un sens une nouvelle créativité possible. Avec la série GH, depuis des années, nous avons continué à innover pour apporter une identité visuelle aux vidéos. Nous avons évolué avec nos clients, ceux qui font des images. Sans aucun doute, cet appareil est celui qui amène tout un pas en avant. Vous venez d'entendre le témoignage de Masanori Koyama, responsable du Product Planning chez Panasonic, qui a supervisé la conception et le développement du Lumix GH6. Nous sommes le mardi 22 mars 2022 et vous écoutez l'émission spéciale Lumix GH6 de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, nous vous proposons la première émission spéciale de la saison 4 du podcast dédiée au nouveau et très attendu Lumix GH6. Nous avons le plaisir de recevoir pour l'occasion le vidéaste Romain Sarret, ambassadeur Lumix France, qui a testé en production l'appareil à Miami il y a quelques semaines, et Mathilde Lécuyer, la chef de produit Lumix. Salut Benjamin, comment vas-tu aujourd'hui? Premier rendez-vous de la semaine avec nos auditeurs, c'est une émission spéciale. Et ouais, première spéciale de la saison 4, Arthur, bah écoute, c'est bien, on l'attaque avec le produit phare du premier trimestre. On est passé à côté de toute l'actu puisqu'on redémarre la saison 4 début mars, voilà, mi-mars. Mais là, on va se rattraper et on va cuisiner nos invités pour tout savoir sur le GH6. La team Lumix qui aujourd'hui est représentée par un ambassadeur déjà pour commencer, Romain Sarret. Alors Romain, tu es un photographe et un vidéaste, réalisateur autodidacte, passionné d'images. Cela fait presque 20 ans que tu réalises des photos et des vidéos. Ton premier boîtier Lumix était un GH4 que tu as choisi pour ses capacités à produire des vidéos en 4K et ses nombreuses options de réglage. Tu es tout de suite séduit par l'univers Lumix et la série GH pour la compacité des boîtiers et la qualité d'image qu'ils délivrent. Tu lances d'ailleurs le blog GH4, GH5 qui devient vite une référence pour tous les utilisateurs Lumix et devient naturellement ambassadeur Lumix en France. Bonjour à toi Romain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Salut à tous et merci pour l'invitation. Et pour t'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros Mathilde Lécuyer de Panasonic France. Mathilde, cela fait plus de 6 ans que tu travailles chez Panasonic et tu t'occupes des appareils Lumix. En tant que chef produit, tu as la responsabilité de tout ce qui touche de près ou de loin aux boîtiers et aux optiques Lumix en France. Tu seras la voix de Panasonic dans cette émission. Bonjour à toi Mathilde et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à vous. Et enfin, nous entendrons également au cours de cette émission les témoignages du photographe Olivier Lavielle, ambassadeur Lumix, du vidéaste Bernard Bertrand, également ambassadeur Lumix, et de Jérôme Kainborg de la chaîne YouTube Nowtech. Bon, voilà pour les présentations. Alors, avant de commencer, moi je pense qu'il y a un événement à fêter dans cette émission, et plus précisément un anniversaire. Quelqu'un vient de franchir le cap de 20 ans. C'est pas toi, malheureusement, Benjamin, mais bien la marque Lumix. Salopard. Qui, en 2021, a célébré ses 20 ans. Alors, on va pas chipoter, hein. On est toujours dans l'année des 20 ans. Alors, si on revient en arrière, en 2001, voit le jour le premier appareil photo Lumix, le LC5, un compact, hein, pour ceux qui ont connu cette typologie de boîtier qui se fait très rare maintenant. Alors la particularité du LC5, c'est que c'était le premier appareil photo Panasonic à utiliser une optique Leica. Ce partenariat industriel un peu hors norme lui aussi entre Panasonic et Leica a donc lui aussi plus de 20 ans. Mathilde, 20 ans de Lumix, quel est le boîtier ou la technologie qui t'a peut-être le plus marqué pendant cette période ? Alors, en fait, je pense que j'étais pas encore chez Panasonic à ce moment-là, mais si je devais choisir un boîtier, je pense que ce serait le G1.
Le G1, c'était le premier hybride chez Panasonic, mais en fait le premier hybride sur le marché. Et à l'époque, il a été beaucoup décrié. On a essuyé quelques plâtres avec le G1, personne n'y croyait. Et là, on se retrouve 14 ans plus tard, parce que je crois que c'était en 2008. Le G1, c'était en 2008, exactement. Voilà, et donc on se retrouve 14 ans plus tard, et finalement tout le monde est sur l'hybride. Donc Oui, hybride, on précise au passage que c'est donc les appareils optiques interchangeables qui se passent d'un miroir, voilà, tout simplement. On les a appelés les mirrorless, on les a appelés les Evil. Qui est d'ailleurs la définition la plus juste de ce type d'appareil, les appareils sans miroir, parce que hybride veut pas dire grand-chose, finalement. Et toi, Romain, le boîtier qui t'a le plus marqué pendant ces 20 dernières années? Alors clairement, ça sera le GH5 et qui reste un petit peu une référence pour pas mal de vidéastes, pas mal de filmmakers. Le GH5, ça a été le gros bond en avant avec notamment l'arrivée du 422 10 bits en 4K. Le GH4 était déjà une grosse révolution avec l'arrivée de la 4K, mais en tout cas le GH5, gros boîtier polyvalent et puis surtout le 422 10 bits vraiment marqué chez Lumix. Donc si on essaye de faire une petite rétrospective chronologique des boîtiers majeurs sur ces 20 dernières années, donc en 2001, les premiers Lumix, dont le LC5 avec des optiques Leica. En 2008, tu l'as dit Mathilde, l'arrivée du premier hybride, le G1 avec un capteur micro 4 tiers. En 2009, arrivée du premier hybride axé un peu vidéo. Le GH1 qui proposait un mode d'enregistrement en Full HD 50i et en HD 50p. Ça peut nous faire un peu sourire et rigoler maintenant, mais c'était une révolution à l'époque. En 2014, le GH4 qui proposait la 4K et un appareil complètement hors du temps, dont Benjamin et moi sommes peut-être les derniers et les premiers admirateurs. Le CM1, alors ça on a beaucoup regretté qu'il n'y ait pas eu de CM2, CM3, CM4, CM5. Le CM1 qui était un smartphone compact expert absolument délirant qui utilisait un capteur de 1 pouce qui fonctionnait sous Android et c'était une merveille. Capteur 1 pouce et focal fixe 28 mm. Non, c'est un petit bijou qui a malheureusement pas pris. Mais bon. En 2015, on a vu apparaître le GX8 avec la double stabilisation. En 2017, le fameux GH5, ton petit chouchou Romain, 4K, 60p, 422 10 bits en interne, tu l'as dit. En 2019, l'arrivée de la gamme S avec ces hybrides équipés d'un capteur au format 24-36, deux boîtiers, le S1 et le S1H, la mise en place de la Helmut Alliance, on est toujours dans les partenariats industriels entre Panasonic, donc Lumix, Sigma et Leica, et enfin, cette année, l'arrivée du GH6. Alors du coup, Mathilde, la série GH des Lumix, c'est vraiment des modèles qui sont avant tout conçus pour les vidéastes et destinés à des utilisateurs experts et professionnels. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça ? Alors, la série GH, c'est vrai, c'est la vidéo chez Lumix. L'ADN de la vidéo chez Lumix se traduit par la gamme GH aujourd'hui. Par contre, je reviendrai quand même sur ce que tu dis au niveau de l'expertise et de boîtiers professionnels. On a des boîtiers dans la série GH, déjà qui sont pas tous orientés 100% vidéo. Il y a des boîtiers comme le GH5, par exemple, qui reste quand même polyvalent photo-vidéo, contrairement à son cousin, le GH5S, où là, on est vraiment, Romain pourra le confirmer aussi, 100% sur de la vidéo. Et au-delà de ça, la série GH, comme le reste des produits dans la gamme Lumix, vient répondre à la philosophie de Lumix, qui est de rendre la création d'images complètement accessible et intuitive pour les utilisateurs. Donc, je dirais pas que la série GH est réservée aux professionnels. Elle s'adresse plus aux professionnels, en particulier de la vidéo, que d'autres boîtiers de la gamme. En revanche, ça reste des boîtiers qui sont complètement accessibles pour tous les passionnés. Complètement. Après, en plus, il y a vraiment l'aspect tarif qui est important chez les GH. C'est-à-dire que c'est des boîtiers qui restent relativement, parce que tout est relatif, accessible pour les filmmakers. Et c'est pour ça que le GH5, d'ailleurs, a eu autant de succès. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du petit dernier, un appareil longuement attendu, longuement espéré par beaucoup de vidéastes à travers le monde, le Lumix GH6. Et pour introduire notre grande discussion autour de ce boîtier, on vous propose d'écouter le témoignage de Jérôme Kainborg de la chaîne YouTube Nowtech, utilisateur historique de boîtiers Lumix et notamment de la série GH pour la réalisation de ses vidéos pour sa chaîne. Il a pu tester en avant-première le GH6. On écoute ses premières impressions. Lumix, on a presque quelque chose d'affectif avec le Lumix. C'est avec notamment le GH5 et avant le GH4
que beaucoup de chaînes YouTube se sont construits. En tout cas, le GH6, même si aujourd'hui une partie de notre production est plus passée sur des full frame, le GH6 en tant que descendant du GH5 était un produit important pour nous à tester. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir à ce test et je remercie d'ailleurs Panasonic France de leur confiance de nous avoir mis l'appareil entre les mains un petit peu en avant-première, ce qui est quand même assez rare dans le monde de la photo, donc j'aime le saluer. Mes premières impressions, il y a deux choses. Le produit est super. Franchement, je le dis honnêtement, il y a vraiment, c'est un digne descendant du GH5 avec exactement les bons moves qu'il fallait faire. Appareil hyper agréable à utiliser. Moi, j'ai toujours aimé l'interface Panasonic. Là, elle est encore meilleure. J'ai toujours aimé le côté compact, non pas du boîtier, parce qu'il est tout sauf compact, le GH6, mais les objectifs sont compacts. Alors parlons tout de suite de l'autofocus. Un autofocus, on va dire, qui fonctionne pas aussi bien, je vais être honnête, que chez Canon, chez Sony ou même que chez Nikon. Je parle bien sûr de l'autofocus continu en vidéo. Je parle pas de l'autofocus photo, qui a toujours été impeccable chez Panasonic. Mais bon, d'avoir quand même un autofocus sur lequel on peut avoir un petit peu plus confiance que celui du GH5 ou même du S5, ça c'est un gros apport. Et c'est vrai que la possibilité de tous les codecs et surtout de pouvoir faire des ralentis, qu'on puisse éditer derrière en 4:2 avec du 10 bits de partout et surtout sans limite de temps. C'est un appareil qui débride vraiment la créativité. On dirait un petit peu une parole marketing, mais c'est clair que c'est ce qu'amènent les codecs. On n'est pas limité avec un GH6, alors qu'avec un full frame, certes, on va avoir une image de full frame, on va avoir des objectifs de full frame, mais la plupart du temps, à ce niveau-là de prix, on va avoir énormément de limitations. On va avoir du crop dès qu'on essaye d'avoir des fréquences d'image hautes. On va avoir des codecs qui ne nous sont pas permis. On va avoir du temps d'enregistrement à cause de la chauffe. Là, ils ont vraiment fait un outil vidéo avec lequel on se sent extrêmement libre. Et c'est peut-être ça le truc le plus important à comprendre sur GH6. Il n'y a plus à se prendre la tête en se disant telle séquence, je peux pas la faire parce que mon boîtier ne va pas suivre. En fait, il faut être quand même un spécialiste des codecs et des formats vidéo pour comprendre l'avantage d'un GH6 par rapport, par exemple, au S5, toujours de chez Panasonic. Alors pour commencer, je rappelle très brièvement les principales caractéristiques d'enregistrement en vidéo de ce nouveau GH6. L'appareil est capable de produire en interne et en illimité des séquences jusqu'au 5,7K à 60 images par seconde et en 10 bits. En définition C4K 4K, il offre même l'enregistrement en 4:2 en interne également. Il est aussi possible d'utiliser le codec Apple ProRes en interne en 5,7K à 30 images par seconde. On retrouve des modes d'enregistrement ralentis en 4K à 120 images par seconde et en Full HD jusqu'à 300 images par seconde. Ceci n'est évidemment qu'un petit aperçu des différents modes d'enregistrement intégrés dans ce boîtier. Alors Mathilde, vous présentez le GH6 comme un appareil qui ouvre une nouvelle ère en vidéo. Ma première question sera comment finalement un appareil aussi petit en soi peut proposer autant de modes d'enregistrement et des modes d'enregistrement plutôt costauds. Plutôt costaud, ouais, tu l'as dit, parce que là, t'essayes de récapituler brièvement, les specs des vidéos. Quand on voit la liste des specs, c'est effrayant. Et tu vois que c'est difficile, ouais, exactement. Alors, nous, on parle d'air, mais on parle surtout de nouvelles dimensions créatives, en fait. Chez Lumix, on a toujours la volonté de développer un maximum de technologies et d'intégrer un maximum de technologies dans nos boîtiers, avant tout pour accompagner la créativité des utilisateurs, des ambassadeurs. Romain pourra en parler aussi. Les technologies, ça sert à rien si ça reste dans un boîtier. Le but, c'est que ça accompagne le développement de la création des contenus des utilisateurs. Le GH6, là, on est vraiment, tu as commencé à le développer un tout petit peu, on est sur un monstre des codecs.
Jérôme de Naotech en parle très bien aussi. On a un boîtier qui va filmer jusqu'en 5.7K, donc on est presque sur de la 6K. On est sur un boîtier qui va enregistrer du ProRes. On va avoir de l'anamorphique dans le boîtier. On va avoir de la 4K 120. On n'en a pas parlé au niveau du slow motion. On en reparlera après. Et tout ça en interne et tout ça en illimité. Donc on est vraiment sur un boîtier qui rentre dans une nouvelle dimension et qui va permettre des tas d'autres choses. Justement, dans son témoignage, Jérôme il dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il faut comprendre ce que c'est un codec pour vraiment comprendre aussi la performance du boîtier. Comment on pourrait le résumer et l'expliquer peut-être au plus grand public qui ne serait pas familier avec cette notion-là? Alors en fait, le codec, il va avoir donc des avantages et inconvénients par rapport à la post-production, la manière dont ça va être géré par un ordinateur, mais aussi le nombre d'informations qu'il contient. Donc c'est vraiment ça qui est important. On va avoir des codecs comme le H.264, H.265, qui sont des codecs qui compressent beaucoup. Donc ça a des avantages en termes de poids de fichiers. Par contre, après, ça sera assez dur à gérer par un ordinateur. Donc, il faudra des ordinateurs qui sont assez solides. Le gros avantage du ProRes, clairement, ça va être bien sûr donc le débit, le nombre d'informations, etc. Mais en fait, si vous voulez, il y a très peu de compression sur le ProRes. Et du coup, c'est très très bien géré par les ordinateurs. Donc finalement, quand les gens prennent parfois un peu peur en disant il y a du 5,7K, etc. Oui, mais il y a quand même une réponse, c'est le ProRes. Et le ProRes, en interne, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment énorme. Et quand on commence à goûter à ça, alors bien sûr, ça va prendre beaucoup de place. Par contre, le ProRes, ça sera hyper bien géré par les ordinateurs. Et ça, on rappelle que c'est géré en interne pour le coup. Complètement. Et grâce à un nouveau processeur, une nouvelle génération de processeurs. C'est ça. C'est ça, en fait, j'ai pas répondu à la question d'Arthur en entier. Et effectivement, c'est dû notamment à un nouveau processeur. Le GH5 était donc sur le processeur précédent, qui a duré 5 ans, qui a été intégré à de nombreux boîtiers depuis le GH5. Et là, on passe vraiment à un nouveau processeur qui va être 2 fois plus rapide et qui va permettre justement d'intégrer toutes ces nouveautés, toutes ces nouvelles caractéristiques dans ce GH6. Alors chez vous, les processeurs, c'est les Venus Engine, mais il n'y a pas forcément de numéro, de génération, etc. On dit simplement nouveau processeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. En général, on se repère à l'année plutôt, mais il n'y a pas de numéro. En tout cas, c'est le nom de processeur le plus poétique du game, de la photo et de la vidéo mondiale, je trouve, Venus personnellement. Engine. Et nouveau processeur et nouveau capteur, bien sûr. Donc un nouveau capteur, un petit capteur, évidemment entre guillemets, au format micro 4 tiers de 25 millions de pixels. Est-ce que c'est parce que finalement il est petit et d'une définition assez contenue qu'on est capable de gérer toute cette puissance de calcul? Ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment ce duo nouveau capteur qui reste un micro 4 tiers, nouveau processeur, qui va permettre d'intégrer toutes ces fonctionnalités dans le boîtier, qui va permettre du coup de les avoir en interne et en illimité. Et c'est aussi, on en reparlera peut-être plus tard, ce qui va permettre justement d'accéder à tout cet illimité grâce à un ventilateur qui est intégré dans ce boîtier, qui pourtant va rester compact et va rester léger. C'est ça, parce que tout ça, ça fait chauffer, On va pas, tout ça, on va pas se chauffer. mentir. Tout à fait, et ça, on va reparler aussi de la chauffe. Mais pour revenir sur le capteur rapidement, le capteur 4 tiers, qui fait partie d'un système micro 4 tiers, c'est pas tout à fait la même chose. La définition de 25 millions de pixels, elle est nouvelle. Aussi. On est passé sur plusieurs générations de 20 millions, là on passe à 25. En tant que vidéaste, toi Romain, comment tu accueilles cette hausse de définition? C'est une bonne nouvelle? C'est une nouvelle moyenne? Il y a le GH5S qui peut aussi pallier à la basse lumière avec ses 10 millions de pixels. C'est ça. Alors en fait vraiment, ce que ça va nous amener, ça va être donc le 5,7K, ça c'est évident. Et pour tous ceux qui se posent la question, ouais, mais moi je suis en 4K, j'ai pas besoin de 5,7K, c'est le fameux débat comme on a à chaque fois avec la définition 6K, 5K, 4K. À chaque fois je réponds la même chose, c'est-à-dire que qui peut le plus peut le moins, et forcément quand maintenant nos prods sont en 4K, on se retrouve un petit peu limité à cropper, à stabiliser si on tourne en 4K. Donc forcément si on a du 5,7, on est vraiment confort pour la stab, pour le crop, et c'est toujours agréable. Ça c'est clair et net, c'est vraiment sur le terrain, on le voit. C'est ça, parce qu'il y a quand même des modes d'enregistrement qui sont clairement destinés aux professionnels, donc ultra haute définition, quasiment du 6K, mais des modes d'enregistrement très costauds. Il y a un 4.2.2 10 bits, le ProRes en 4.2.2 HQ, le RAW en HDMI, c'est pas pour tout le monde ça. Alors, je dirais que maintenant, c'est quand même devenu un petit peu une mode d'étalonner ces vidéos, et c'est devenu un peu un kiff, entre guillemets,
pour les vidéastes de pas seulement avoir justement une caméra qui filme en 4K, qui filme en 6K, etc. Mais on veut vraiment des informations derrière. Et c'est pour ça que j'aime autant Lumix. C'est parce que il propose du 4.2.2 10 bits ou du 4.2.0 10 bits pour répondre à la question qui m'a déjà été posée plein de fois. Clairement, le plus important, ça va être le 10 bits parce que entre du 4.2.2 et du 4.2.0, je peux vous assurer que je pousse mon étalonnage et en tout cas, c'est un régal à étalonner. Et donc voilà, c'est pas forcément pour les pros. Maintenant, les gens, ils veulent pouvoir avoir les informations pour pouvoir pousser leur étalonnage un minimum et donc avoir une bonne dynamique et donc des informations de couleur. Et là, tu parles que d'étalonnage parce qu'on parle du ProRes, mais en fait, il faut se rendre compte, tu parles de la 5,7K Romain, ça sert à beaucoup de monde qui ne sont pas professionnels pour recadrer et récupérer quand même de la 4K. On n'a pas parlé de l'anamorphique encore, mais l'anamorphique, c'est pareil. On peut estimer, alors pour rappeler un tout petit peu l'anamorphique, ce que c'est un format d'enregistrement qui va être allongé, qui va être étiré grâce à des optiques anamorphiques, donc qui sont asphériques, qui va permettre de donner un look cinéma aux images, puisque quand vous allez au cinéma, votre écran, il n'est pas comme l'écran de votre télévision, il est beaucoup plus étiré. Et ce ciné-look, ce look cinéma, en fait, va être de plus en plus recherché, finalement, par tous les utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou pas. Et dans ce GH6, on va retrouver ce mode anamorphique qui va être donc accessible à tous et qui va notamment avoir des petites astuces supplémentaires, parce que il faut se rendre compte que effectivement, quand on filme avec un objectif qui n'est pas sphérique, on va se retrouver avec des images qui sont complètement étirées. Le GH6 est capable directement en interne sur l'écran de montrer une image qu'on appelle désqueezée, c'est-à-dire désétirée finalement, pour pouvoir cadrer facilement son image sans avoir cet effet d'étirement. Et la deuxième chose, c'est sur la stabilisation, parce qu'il faut savoir que la stabilisation d'un boîtier, elle est optimisée sur justement des lentilles qui sont sphériques. Encore une fois, comme là, on est sur de la sphérique, la stabilisation est particulière, et le GH6 va venir intégrer cette gestion de la stabilisation avec ses optiques particulières, et on va pouvoir dire directement au boîtier, je shoot avec telle optique qui a tel ratio d'asphérique, justement, d'anamorphique. Et donc, le boîtier saura gérer avec le bon ratio la stabilisation qui est adaptée à cette optique. Et juste, oui, puisqu'on parle d'anamorphique, donc plusieurs questions aussi, même surtout pour toi, Romain, le vidéaste. Donc, tu l'as dit, il faut quand même rappeler que c'est des optiques dédiées à l'anamorphique qu'il faut utiliser. Hein. Donc, au catalogue Lumix, il n'y en a pas forcément. Donc, il faut aller chercher ailleurs, mais bon, ça, c'est une chose. Et rappeler peut-être que c'est une tendance, en ce moment, l'anamorphique, et que du coup, on peut s'y essayer. Quand on voit des plans, par exemple, dans des ascenseurs ou des intérieurs de bagnoles comme ça, qui ont une sensation de respiration, c'est comme ça qu'on l'obtient. On prend finalement. Très large, en fait. Je corrigerai juste un truc, c'est que quand on parle d'anamorphique, quand on a ça à la captation et donc sur l'écran, on va être plutôt avec une image qui est écrasée et qu'on étire en post-prod. C'est juste la petite correction que je voulais amener, mais justement, on va avoir donc une largeur qui est doublée si on a un ratio de x2, et donc c'est pour ça qu'on a cette impression de largeur. Et pour revenir sur l'histoire de la mode, ça a commencé par les bandes noires qu'on rajoutait sur nos films. La plupart des gens ont commencé à se mettre à rajouter ça parce que ça faisait cinéma. Et ben justement, l'avantage de l'anamorphique, c'est que on filme avec le 4/3, ensuite on étire, souvent donc en x2 pour moi c'est le top, et on a donc naturellement les bandes noires qui sont là sur l'écran et on a donc la pleine définition. Alors finalement, tous ces modes d'enregistrement sont extrêmement gourmands en termes de puissance de calcul et donc génèrent beaucoup de chaleur. Ça, c'est un point qui inquiète beaucoup de vidéastes avec l'hybride d'une manière générale et ses promesses d'enregistrement illimitées. Et qui a fait mal à certains. Qui a fait de mal à certains. Alors Mathilde, tu l'as un petit peu évoqué. Le GH6, il intègre un système de refroidissement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Juste un truc avant qu'elle commence, mais c'est clairement une obsession chez Lumix de justement ne pas avoir de boîtier qui chauffe. Romain a raison. C'est une obsession chez Lumix et chez les ingénieurs japonais chez Lumix de proposer des boîtiers qui soient fiables, quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions, pour la simple et bonne raison qu'on est conscient, et d'autant plus sur un boîtier comme le GH6, c'est aussi le cas sur le S1H en plein format, que ce sont des outils de travail, c'est des vrais outils de production qui sont utilisés sur des lieux de travail, sur des tournages à gros budget, et on sait que chaque boîtier qui tombe en panne ou qui s'arrête pour des questions de surchauffe, c'est des milliers et des millions d'euros ou de dollars, peu importe, qui passent par la fenêtre à chaque fois qu'il faut attendre que le boîtier daigne se réveiller à nouveau. Donc effectivement, chez Panasonic, ça a été une obsession encore sur le GH6 de pouvoir proposer un boîtier qui soit
totalement fiable via un ventilateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a 2 éléments qui chauffent dans le GH6. Il y a 2 endroits qui chauffent. Le premier endroit, c'est évidemment le couple capteur-processeur. Cet endroit-là chauffe. Mais il y a aussi les fentes de cartes qui chauffent, puisque pour pouvoir notamment tourner en ProRes, on a intégré une fente de CF Express à l'intérieur du boîtier. Et cette CF Express va aussi chauffer. Donc en fait, on a 2 circuits finalement qui vont tous les deux amener la surchauffe vers une plaque de graphite. Et c'est cette plaque de graphite qui est directement refroidie par le ventilateur. Et d'où la raison pour laquelle on est encore et toujours sur un boîtier qui est bien tropicalisé. C'est ça qui permet la protection encore des circuits à l'intérieur. Et je rajouterais aussi juste simplement sur les cartes, parce que j'ai vu un lien que j'ai partagé d'ailleurs dans les groupes Facebook et que je remettrai sur mon blog, un lien de Panasonic, j'ai trouvé ça très très bien, où ils ont fait tous les tests de cartes justement CF Express et SD aussi, et qui indiquent celles qui chauffent ou pas. Et donc celles qui sont envisageables pour la vidéo à grosse durée ou pas. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et le choix de la carte. Ça suffirait pas de simplement déporter l'écran pour faire respirer un petit peu tout ça. On peut se dire, tiens, on met l'écran sur le côté, on déporte un peu. Et deuxième question rapide là-dessus, qu'est-ce qu'on dit à un utilisateur historique de GH4, GH5 qui lorgne vers le GH6, mais qui se dit, quand même, là, je vais gagner en poids, j'ai mes nacelles de Ronin, etc., qui sont déjà calibrées. Qu'est-ce qu'on lui dit pour le rassurer ou l'inciter ? Je pense que là, il y a une réponse chacun, mais moi, je vais prendre la première en charge. Effectivement, il y a 2 moyens de refroidir un boîtier. Il y a le refroidissement qu'on appelle passif et le refroidissement qu'on appelle actif. Et donc, l'actif implique la présence d'un ventilateur ou d'un système qui va refroidir. Et effectivement, là, dû à toutes les caractéristiques qu'on intègre dans ce boîtier, dont on parle là ensemble, notamment le ProRes, le 4K120, qui sont des fonctions très énergivores et qui vont faire fonctionner le boîtier à son maximum, on a besoin d'un refroidissement actif. Le passif ne suffit pas. Alors moi, je veux juste une petite précision. Je vais peut-être un peu faire le bébête là, mais quand j'entends ventilateur, je sous-entends quelque chose qui tourne, donc potentiellement quelque chose qui fait du bruit. Alors, aucun souci déjà c'est du testé en tout cas. Forcément, on a toujours un peu peur quand il y a ce genre de technologie qui arrive sur un boîtier. On peut régler la vitesse, on peut le débrayer. Il est très discret de ce que j'ai pu en tout cas voir. Après, en studio, si on se dit bah tiens là il va falloir que ce soit vraiment ultra discret, on peut le mettre soit en vitesse basse, soit le débrayer. C'est comme sur le SEH en fait. C'est ça. Voilà, donc il y aura aucun souci à ce niveau-là. Et donc je réponds maintenant à la question. Le GH5, j'ai le GH5, est-ce que je dois aller vers le GH6 ? Clairement, il y a une chose qui est forte chez Lumix, et c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est que le GH5 et le GH5S sont et resteront au catalogue. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de consumérisme, il n'y a pas de vous êtes obligé d'acheter, etc. Et le GH5 Mark II qui est apparu, on l'a oublié. Mais ouais, exactement, t'as raison. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas cette l'un vient et remplace l'autre, et maintenant c'est celui-là ou rien du tout. Donc les gens qui me disent ouais mais Romain, moi je voudrais vraiment du low light, etc. Aucun souci, prends-toi un GH5S. Je vais pas te dire de prendre un GH6 qui n'aura pas les mêmes capacités parce qu'il n'aura pas la même puissance, le Dual Native ISO. Donc après, pour tout le reste, le GH6, on a tous les arguments qui sont ici, le 4K120, le ProRes en interne, le 5,7K, et surtout, après j'y reviendrai, mais la Color Science, la nouvelle Color Science, qui pour moi est un énorme bond en avant. Alors justement, Romain, donc toi, tu as testé le GH6 sur le terrain. Tout à fait. Tu es parti à Miami il y a quelques semaines de ça pour réaliser un film qu'on peut retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Lumix et la tienne. C'est quoi tes premières impressions finalement en termes d'usage, de qualité d'image ? On va sortir un peu des specs là qui font peur. C'est quoi ton ressenti, toi ? Alors clairement, les gens me connaissent quand même un minimum pour dire ce que je pense à chaque fois. Vraiment, ça c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu mes rushs du GH6. J'ai dit waouh devant mon ordi parce que ça m'a vraiment mis une claque au niveau dynamique et color science. Je me suis dit ça n'a plus rien à voir avec le GH5. J'étais un peu comme tout le monde, j'avais peur que ça soit une sorte de GH5 alors Mark III presque, mais pas du tout. On passe vraiment à un niveau au-dessus en termes d'image, sans parler des specs parce qu'après bien évidemment le 4K120 pour moi c'est ce que j'attendais énormément et le 420 10 bits, c'est-à-dire c'est du 4K120 en 420 10 bits et je peux vous assurer que la qualité elle est là, sinon je l'aurais pas mis dans ma vidéo, j'en ai mis pas mal dans ma vidéo. Il y a les modes anamorphiques 5,8K, ça me plaît parce que je tourne beaucoup en anamorphique, mais le 4K
4K 120 images par seconde en 420 10 bits d'excellente qualité avec un super piqué. Ça, c'est vraiment ce qui m'a plu, mais particulièrement la Color Science, la nouvelle Color Science qui est tirée DS. Et sans recadrage, tout ça, faut peut-être le préciser. Bien sûr. Le 100 images seconde. Alors, le 4K 120, c'est du downscale du mode en fait 5,7K. Donc c'est pour ça qu'on a une aussi belle qualité. Et la question elle avait été posée lors de la réaccession. C'est important et je peux vous assurer, moi je fais tous mes montages sur un écran 32 pouces 4K, donc je regarde chaque souci de piqué. Si mon plan n'est pas piqué, je le mets pas. Après c'est autre chose avec l'anamorphique, hein, il y a vraiment ça. Enfin le charme anamorphique c'est encore autre chose, mais je tiens quand même à avoir du piqué. Le 4K 120, il faut le tester. C'est vraiment d'excellente facture. C'est ça que je voulais te demander, c'est si visuellement et tes conditions d'observation de tes rushs, est-ce que visuellement tu détectes la différence par rapport à tes plans, par exemple en 422 10 bits en interne avec le GH5, est-ce que en termes de piqué tu vois cette différence? Par rapport au GH5 ou par rapport au GH5? Ouais, par rapport au GH5, enfin en fait, en 5,7K, on va voir une très légère amélioration, mais vraiment le piqué, presque maintenant c'est bon, on a fait le tour, on a ce qu'il faut et même limite c'est anti-ciné-look et on en parle souvent. Donc c'est pour ça que j'aime autant l'anamorphique, ça adoucit un peu l'image, les vieilles optiques, les Helios, etc. Mais surtout c'est la Color Science, donc le full V-Log, c'est-à-dire que c'est plus un V-Log L light sur le GH4, GH5 on avait ça. Maintenant on a un vrai V-Log. Qui est intégré alors, qui est pas payant, parce qu'il a été payant sur certaines générations de Lumix. Voilà. Donc ça c'était discutable. En tout cas là maintenant c'est le full package. C'est un vrai V-Log et donc la Color Science-DS, là c'est l'énorme différence, elle est là. La dynamique et la Color Science. Alors tu parles de dynamique justement, Mathilde, vous annoncez 13 IL de dynamique avec un mode boosté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, tout à fait. Romain l'a un tout petit peu abordé tout à l'heure. Alors, pas exactement la même chose. Tout à l'heure, il a abordé le double ISO natif qu'on a sur le GH5S, qui fonctionnait avec 2 circuits d'ISO différents et le boîtier choisissait l'un ou l'autre en fonction de ce qui était optimal pour la situation et le niveau d'ISO. Sur le GH6, on fonctionne différemment, mais c'est quand même tiré de cette idée de double circuit. On a toujours 2 circuits, donc un dans les ISO hauts qui va aller récupérer l'information dans les zones sombres et un dans les ISO bas qui va aller récupérer de la saturation dans les zones claires pour avoir de l'information depuis les zones claires. Ces 2 circuits, sur le mode qu'on appelle plage dynamique boostée, qui est un mode activable ou désactivable selon les conditions dans lesquelles on est et selon notre choix, ces 2 circuits-là vont être additionnés, vont être mis ensemble, vont être combinés. Même les 2 images. Ouais, du coup, les 2 images, forcément, les 2 images qui sortent de ces 2 circuits vont être combinées pour donner une seule image qui va être optimisée à la fois dans les zones claires et les zones sombres. Ok, très bien. Alors, quand on a écouté le témoignage de Jérôme en début de discussion, il a parlé évidemment de l'autofocus. Il a dit qu'il y avait du mieux, mais qu'on n'y était pas encore complètement. Romain, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'autofocus intégré dans le GH6 pour de la vidéo, j'entends? Alors, l'autofocus, je m'en sers rarement parce que j'utilise donc des objectifs anamorphiques. Sinon, moi, c'est vraiment, en toute honnêteté, une utilisation à chaque fois à point précis pour tout ce qui est les shoots beauty, paysages que je fais. La plupart du temps, j'utilise le point single et ensuite, je passe en manuel focus. Voilà. Sinon, de ce que j'ai pu tester, en tout cas, il est meilleur que sur le GH5. Ça, je crois qu'il y a tout le monde qui est d'accord là-dessus. Les tests le montrent. Après, je suis pas un grand utilisateur d'autofocus parce que la plupart de mes optiques sont en manuel, mais en tout cas, tous les retours vont dans ce sens-là. Il est vraiment meilleur que le GH5. Et que le S5, d'après ce que disait aussi Naotech tout à l'heure, enfin Jérôme dans son en tout cas, c'est tiré de la technologie. Et c'est lui qui a eu la chance de le tester, donc on fera pas de commentaires supplémentaires là-dessus puisqu'on n'a pas eu le boîtier en main encore. Néanmoins, une question purement technologique et peut-être par rapport aux attentes d'un certain public, notamment amateur de GH. Pourquoi rester fidèle encore au depth from defocus, donc à la détection de contraste, quand on parle beaucoup de détection de phase et donc de technologie aussi hybride qui va combiner phase et contraste? En fait, Romain parle d'une grosse amélioration par rapport au GH5. C'est simplement dû au fait que l'autofocus, donc qui est effectivement toujours un autofocus à détection de contraste, la technologie DFD, comme tu le disais, est issu des Lumix S.
Il y a eu déjà une grosse amélioration entre le GH5 et le lancement des pleins formats chez Panasonic, qui a déjà amélioré l'autofocus sur plusieurs points qui concernent surtout la reconnaissance et le suivi des sujets. C'est surtout là que le travail a été fait, notamment avec la reconnaissance qui va aller sur l'iris, si pas d'iris visible sur la tête, etc., qui fait qu'on n'a plus les problématiques qu'on pouvait avoir avec un GH5, par exemple, un visage qui se tourne ou qui passe de dos, etc., où là, on n'avait plus la certitude que l'autofocus allait suivre. Là, c'est complètement compensé par cette nouvelle reconnaissance. Comment ça fonctionne ? En fait, l'autofocus donc des pleins formats et du GH6 pour cette partie-là a vu s'intégrer des milliers de scènes en fait à l'avance, donc par les ingénieurs, et c'est une intelligence artificielle qui gère ces scènes-là dans le processeur, qui fait que si je me retrouve par exemple sur un match de foot, eh bien en fait le boîtier connaît déjà la situation du match de foot et il sait anticiper où est-ce que le ballon par exemple va partir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante pour un autofocus, c'est le processeur. Plus le processeur est rapide, plus l'autofocus va être rapide aussi. Ici, on a un nouveau processeur sur le GH6 qui est 2 fois plus rapide que celui du GH5, qui va permettre d'avoir un autofocus qui va aussi être plus réactif et plus rapide dans la détection et dans le suivi des sujets. Après, il faut savoir quand même que il y a un réglage au niveau de l'autofocus, il y a un réglage au niveau de la sensibilité et au niveau de la vitesse. Donc ça, c'est important de passer du temps à régler selon le ressenti ou le type d'image qu'on veut par rapport à l'autofocus. Et il y a une nouveauté, surtout dans le GH6, c'est le focus limiter. Ils ont rajouté ça pour justement éviter que l'autofocus aille chercher un peu midi à 14h. C'est comme sur les optiques, un limiteur de mise au point quelque part. C'est un limiteur de détection. Ouais. Tu lui donnes en fait un range, donc une plage de départ et d'arrivée, et pour qu'il évite d'aller chercher trop loin et donc de patiner pour rien. Ça c'est utile par exemple dans les facecam, les youtubeurs, les influenceurs l'utilisent beaucoup. Dans les facecam, on peut avoir des effets de pompage à l'arrière-plan, on peut éviter ça avec ce limiteur de focus justement. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose pour le manuel focus, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je suis vraiment plus dans l'utilisation du manuel focus avec l'anamorphique. Une des grosses révolutions du GH6, moi ça m'a vraiment apporté énormément, on le demande depuis très longtemps, c'est la possibilité maintenant de zoomer dans son image pour checker son point, vérifier son point de focus pendant l'enregistrement. Donc là, on peut faire un zoom de, je sais plus si c'est x10 ou x8, pendant qu'on est en train de tourner, alors qu'avant, sur toutes les caméras Lumix d'avant, il n'y avait pas la possibilité de le faire. Donc je pense, connaissant les ingénieurs, s'ils avaient pu, ils l'auraient mis, c'est peut-être lié en tout cas au processeur. Mais en tout cas là maintenant, pendant l'enregistrement, on peut vérifier son point en faisant un zoom x8, etc. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment très très utile pour le manuel focus. Alors, il y a aussi une fonction dans ce GH6 que moi je trouve très intéressante. Tu parlais tout à l'heure de cette mode qu'il y a au niveau des vidéastes de faire un étalonnage couleur extrêmement personnel. C'est la recherche du ciné-look. Et artistique, donc en post-production. C'est possible de mettre dans le GH6 ce qu'on appelle des luttes et d'avoir un preview en temps réel, si j'ai bien compris. Complètement. Et en fait, la nouveauté, parce que sur la plupart des Lumix, c'est possible. Eux, ils sont très sensibles à ce genre de choses-là. Il y a en fait un preview. Donc, pour les gens qui connaissent pas, les LUT ou les LUT, Lookup Table, c'est des presets de couleurs qu'on va venir poser sur notre image, sur le moniteur donc du boîtier. Et quelle est l'utilité ? Ça va servir si par exemple on tourne en Vlog où l'image est complètement désaturée, elle est quasiment grise, donc c'est très dur de faire le point, c'est très dur de connaître son exposition. Donc pour avoir une idée de notre image finale, on va avoir ce preset de couleur qui va être apposé sur le moniteur du boîtier, mais qui va pas être enregistré sur la carte mémoire. Donc on aura un rush brut. Et donc la nouveauté du GH6, c'est que on a la possibilité de mettre des LUT au format cube qui sont les plus standards, alors que les autres, il fallait se mettre en VLT jusqu'à maintenant. Alors le GH6 c'est évidemment aussi un boîtier qui est stabilisé au niveau de son capteur et qui peut fonctionner avec la double stabilisation quand on l'utilise avec une optique qui elle aussi est stabilisée. Romain, à Miami, vous êtes monté dans un hélicoptère pour faire des plans aériens absolument extraordinaires. Comment a réagi la stabilisation à cet environnement ?
Alors, clairement, dans un hélico, ça j'en avais parlé avant, la première fois où je l'ai fait, l'hélico, c'était à New York. J'avais fouillé pas mal de forums américains, etc. La plupart des gens disaient dans un hélico, c'est quasiment impossible de filmer avec une caméra parce qu'il y a des vibrations qui sont très fines et qu'aucun boîtier n'arrive en fait à gérer. Et ça te fait des micro-vibrations sur ton image que tu n'arrives même pas en fait à gérer en post-production avec la stabilisation. Donc, je me suis intéressé un petit peu au problème en faisant des essais et forcément, il faut utiliser la stab du capteur, la stab de l'objectif, donc je vais utiliser la dual stab et le tout monté sur un gimbal, donc un stabilisateur. On essaye de mettre toutes les chances de son côté et déjà avec ça, c'est déjà entre guillemets difficile, faut pas se rater. Par contre, le résultat est cool. Il faut quand même préciser que la dual stab, elle marche avec des optiques Lumix G. Stabilisé. Si on met une optique, par exemple, MZUICO stabilisée, on aura la stab du boîtier ou de l'optique, mais pas les deux, quoi. Complètement. Mais la stab boîtier est déjà vraiment excellente. Et justement, je m'en sers pour toutes les vieilles optiques que j'utilise et les optiques anamorphiques. Là, clairement, c'est vraiment un point où personne ne nie sur le marché que les boîtiers Lumix sont presque les rois à ce niveau-là, rois de la stab, quoi. C'est vraiment bluffant. Là, sur le GH6, on atteint des niveaux de stabilisation qui sont nouveaux puisqu'on est à 7,5 rien que sur le capteur. Et peut-être pour préciser, ceux qui sont pas très au point sur ce que c'est que la double stabilisation, justement, c'est pas seulement l'idée que la stabilisation capteur fonctionne en même temps que la stabilisation optique. Ça va plus loin que ça puisque c'est les deux stabilisations qui communiquent entre elles pour vraiment optimiser cette double stabilisation. Et pour moi, c'est, à part le G1, tu vois, c'est l'autre chose que j'aurais retenu de Lumix parce que ça marche, enfin ça règle bien des soucis au quotidien. Il y a une fonction qui est très importante aussi sur les boîtiers Lumix, c'est donc il y a pas mal de réglages dans la stabilisation et notamment l'anamorphique, mais en tout cas si on shoot à main levée un plan fixe, on a la possibilité de sélectionner augmenter stabilisation d'image et il sait que c'est simplement pour un plan fixe à main levée et là c'est bluffant, c'est mode trépied quoi. Mais surtout je le précise sans crop. Pour continuer un peu là sur cette thématique vidéo avec le GH6, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre ambassadeur, Lumix, Bernard Bertrand, qui est réalisateur et qui nous explique pourquoi, selon lui, cet appareil, ce boîtier, peut être considéré littéralement comme une caméra professionnelle dans des productions tout aussi professionnelles. On l'écoute. Évidemment, cette caméra-là, pour moi, est littéralement, je dirais, orientée pro et dans la pure tradition, ou en tout cas dans l'ADN de Lumix, elle est tournée aussi vers l'anamorphique, et pas qu'un peu, puisque évidemment, elle va accueillir en fait un très grand choix de l'anti-anamorphique, et pas uniquement les 2.0, les 1.5, on a vraiment un éventail très large qui permet de monter n'importe quel scope anamorphique. Donc on voit vraiment qu'en termes de qualité d'enregistrement, on a vraiment des propositions qui sont faites, mais qui s'adressent très clairement aux professionnels. On voit aussi, évidemment, les codecs débarquer, là, toute une série de possibilités en termes de bitrate, en termes de codec. On a du Longop, on a du All-Intra, on a l'Apple ProRes. Tout ça, c'est des choses qui parlent aux professionnels, évidemment. Je dirais que oui, il a vraiment sa place dans le fly case du pro, aux côtés d'une caméra comme le S1H, par exemple, ou caméra comme la EVA1 ou quelque chose comme ça, parce que justement il va tenir vraiment, je dirais en termes de qualité d'image la comparaison, sauf que effectivement de par son micro 4 tiers, on peut avoir tout un écosystème beaucoup plus miniaturisé. Je veux dire moi parfois, même si j'ai le S1H qui est disponible, je dirais à côté du GH6, je vais parfois faire le choix évidemment d'embarquer le GH6 justement parce que j'ai des optiques plus petites, plus légères, différentes utilisations. Je dirais c'est évidemment les clippers. Tous les gens qui font des clips, souvent ils ont besoin d'un système assez handy, portable, qu'on peut mettre sur un gimbal, qui est facile à utiliser, qui est pas trop lourd, etc., dont l'écosystème n'est pas hors de prix. Je pense aussi à ce boîtier-là pour des gens qui vont faire de l'interview ou du documentaire. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai été assez bluffé. Je me suis intéressé assez vite à cette fonctionnalité d'audio 4 channels. Donc, en fait, cette fois-ci, on va pouvoir
utiliser le module XLR, le même qu'on utilisait sur la série S des boîtiers, mais aussi le même qu'on utilisait sur le GH5. Donc en gros, on peut utiliser l'XLR pour sortir 2 sorties XLR, mais aussi pouvoir utiliser le micro interne et aussi la prise mini jack. Et donc du coup, on se retrouve avec 4 channels. Et en plus de ça, on va pouvoir monitorer avec la prise casque, la channel 1, la channel 2, la channel 1 et 2, la channel 1, 2, 3 et 4. Et ça peut paraître un peu bête, mais je me suis rendu compte effectivement qu'ils avaient placé un bouton audio sur l'avant du boîtier, tout en haut. Et du coup, quand on appuie sur ce bouton audio, on se retrouve avec une interface vraiment qui va parler au pro. Donc c'est vraiment le shortcut, je dirais, pour l'ingé son en fait. Donc là, je trouve ça assez génial. Et il y a un truc, on n'en a pas parlé en fait, mais il parlait aussi des profils plus amateurs pour ce boîtier, mais c'est le slow motion. Et il y a quand même des possibilités qui sont dingues avec ce boîtier là-dessus. Tu peux peut-être nous en dire 300 images par seconde, jusqu'à 300 images par seconde. Moi, c'est marrant parce que justement, ça, je le prends pas, le 300 images par seconde. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les prods, elles sont en 4K. Donc, moi, je parle que de 4K. Qu'est-ce qui va être exploitable en 4K ? Alors. Exactement. Et pourtant, la norme reste la Full HD en vidéo, pas non ? pour moi. Pas pour toi. C'est marrant. Il y a vraiment plusieurs discours. Pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est vrai que j'entends tout. En tout cas, c'est marrant parce que quand j'en parle aussi à d'autres personnes, ils me disent maintenant tu mets une vidéo sur YouTube, elle est pas en 4K, tu seras pas regardé. Alors je parle pas forcément d'une prod. Ça se discute ça. Ouais, des YouTubeurs, des choses comme ça. Bon, peu importe. Il y a des gens qui mettent même des filtres lors de leur recherche par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ma manière de voir les choses. C'est un peu le nouveau standard. La plupart des gens ont une télé 4K. Tu leur files une vidéo en 1080. Bon, ouais, ok, ça va être un peu mou. Mais en tout cas, voilà, il y a de la 4K 120 et encore une fois en 420 10 bits. Pour moi, la réussite du boîtier, elle est clairement là. C'est-à-dire que c'est vraiment un slow motion de grande qualité. On peut se faire justement des clips, des mouvements vraiment impressionnants à ce niveau-là. Lorsqu'on est en 24p, ça vous fait du x5. C'est le cas de ma vidéo. Ça te fait du ralenti x5, c'est assez violent et c'est vraiment d'excellente facture. Donc, ouais. Je peux juste rajouter quelque chose par rapport à Bernard. Vas-y. Il a dit que ça pourrait faire une excellente caméra B, le GH6 par rapport au S1H. Et donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure et c'est le point qu'il faut pas négliger. Lorsque les gens regardent les specs, ça va pas être forcément marqué nouvelle color science, donc science des couleurs ou type de couleur. Mais la révolution, elle est quand même aussi là, c'est-à-dire que ça fera une caméra B parfaite parce que la science des couleurs a complètement changé par rapport à un GH5. Prenez un GH5, vous prenez votre GH5, vous essayez le GH6 à côté, vous faites la même scène, ça n'aura plus rien à voir. 1, il y a le full V-Log, 2, il y a une nouvelle color science et vous allez voir vraiment les couleurs de teinte de peau n'ont plus rien à voir. C'est très très juste. Et puis dans le cadre d'une configuration pro, il fait aussi du long GOP et du all intra. Complètement. Et ça c'est super important. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être très rapidement ? En gros, le long GOP, ça va être un groupement d'images, donc on va être assez compressé. Tu es censé avoir moins de qualité que le all intra, qui va faire des poids de fichiers qui sont plus importants. Ça va être de l'ordre de 400 mégas sur le GH. Déjà sur le GH5, c'était le cas. Et du coup, ça sera plus facile à digérer pour un ordinateur, le all intra, parce que ça sera pas aussi compressé que le long GOP. Après, mon ressenti à moi, mon expérience à moi, j'ai comparé pas mal de fois le long GOP et le all intra. J'ai jamais vu de perte de qualité sur le long GOP par rapport au all intra. Et si je peux compléter aussi par rapport à ce que disait Bernard, qui est vidéaste professionnel dans les studios, etc. Donc, tout à l'heure, Arthur, tu me demandais si le GH6 est professionnel. Je t'ai répondu pas que, mais oui quand même. Il a des assistants, par exemple, de tournage qui vont rentrer clairement dans le monde professionnel. Tout ce qui est waveform, spotmètre de luminance, Vectorscope, ça c'est tous des outils qui sont utilisés par les professionnels et qu'on peut retrouver dans le GH6. Le spotmètre de luminance, je le précise quand même, parce que ça c'est le genre de truc qu'on retrouve que sur des boîtiers comme Lumix, pareil, une sorte d'obsession d'ingénieur et qui nous rend bien service. Le waveform déjà, qui est ajustable, on peut l'agrandir comme on veut, etc. Et donc le spotmètre de luminance, lorsqu'on est en V-Log, il vous met plus en fait le +1, -1, etc. pour votre exposition, il vous met carrément en stop, en nombre de stops. Donc c'est ultra précis. Et lorsqu'on a une charte de gris neutre, etc., on peut vraiment faire son expo de manière hyper précise. Et au niveau de l'ergonomie du boîtier aussi, on retrouve ce qu'on avait sur le S1H et pas encore sur la série GH, ce qu'on appelle des Tolly Lights, donc des lampes témoins qui vont simplement indiquer quand l'enregistrement est en cours ou non,
un à l'avant, un à l'arrière, et ça permet vraiment de... Et le rec frame aussi très très important. Oui, j'allais poser la question, voilà. Ça c'est quand même bien pratique. Énorme, on l'a demandé, pareil, on a fait remonter ça depuis des années, pour expliquer aux gens. Avant il y avait un petit spot rouge clignotant, un petit point rouge clignotant lorsqu'on enregistrait. À l'écran. C'est arrivé à l'écran, sur le moniteur, et plein de gens se sont fait avoir, c'est-à-dire qu'on tourne la tête, on est en tournage, on tourne la tête, on revient, on a l'impression, parce que au moment où on tourne la tête, que donc c'est pas, on voit pas le point rouge, on arrête l'enregistrement, en fait en pensant qu'on va le lancer. Enfin bref, ça peut nous emmêler les pinceaux. Là maintenant il y a plus de débat, déjà le point rouge il est fixe, et en plus de ça on a la possibilité d'activer, donc je le conseille vraiment, un cadre rouge tout autour de l'écran pour bien montrer qu'on est en enregistrement. Et je peux vous assurer que des fois on a tellement de choses à penser lorsqu'on shoot, tellement de choses à penser vraiment, que quand on a le cadre rouge on est bien sûr, et voilà, ça évite les accidents. Ça c'est quand même le gros avantage chez Lumix, et aussi sur un boîtier GH6. Tous les outils. C'est des boîtiers qui sont hyper personnalisables. Globalement on programme n'importe quelle fonction à n'importe quel bouton, et on personnalise complètement notre boîtier pour être le plus réactif possible. Romain, ça c'est toi qui me l'a montré dans le menu. Il y a aussi un nouveau tri, une nouvelle possibilité de gérer les fichiers pour faciliter le workflow dans la post-prod. Voilà, on a un mode qui s'appelle le mode ciné, et en fait qui va vous créer un nom de fichier avec un petit peu ce que vous voulez, le numéro de prise, le nom de la caméra, etc., etc. Donc là, clairement, ce genre de choses-là, c'est des choses qui s'orientent un petit peu vers le pro, encore une fois. Et pour tous les amateurs de Vlog ou le plus grand public, on va dire, est-ce que des fonctions peut-être toutes bêtes comme l'enregistrement au format vertical sont possibles ou pas ? Oui, complètement. En fait, il y a deux possibilités. Si on tourne le boîtier, on filme en vertical, mais ça, c'est anecdotique, ouais. Voilà. Par contre, un des autres assistants dont on n'a pas parlé, c'est la possibilité de rajouter justement un cadre virtuel, fictif, autour de l'image. Si je filme en vertical, eh bien, je peux me mettre un cadrage qui va me mettre en format vertical, que je règle comme je veux, en termes d'opacité, en termes de couleur, etc., qui me permet à l'avance d'anticiper bien mon cadrage et de ne pas sortir. Et ce qui est très utile aussi en mode horizontal, en mode paysage, lorsque vous voulez justement apposer des bandes noires en post-production, vous allez vous mettre le réglage 2.35 et vous aurez vos traits 2.35 sur votre écran pour pouvoir cadrer correctement. Bon, voilà pour un premier tour d'horizon, en tout cas sur la partie vidéo de ce nouvel appareil, le Lumix GH6, qui est déjà très complet. D'après ce que j'ai compris, il va l'être encore plus bientôt, prochainement, puisque Panasonic a annoncé déjà une première mise à jour de firmware avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, et qui, d'après ce que j'ai compris, va être gratuit. Mathilde, qu'est-ce qu'on va avoir de plus encore dans ce GH6 ? Gratuit comme d'habitude chez Lumix. Oui, j'allais dire, c'est devenu une spécialité. Ouais, c'est-à-dire que vous lancez un truc qui est déjà hyper spéqué. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont fait ça aussi récemment. Et puis, on se projette déjà dans quelques mois, on va faire aussi ça. C'est une bonne spécialité. C'est une bonne nouvelle. On va pas s'en plaindre, mais on pourrait se dire pourquoi. Alors c'est déjà là, pourquoi c'est pas déjà dedans ? Mais de quoi on parle déjà ? De quoi on parle exactement ? C'est une info hyper importante, effectivement. Le GH6, grâce à son nouveau processeur qui du coup laisse la possibilité de nombreuses améliorations, est un boîtier évolutif. Il va continuer dans les prochaines années à être un boîtier évolutif. Ce qu'on veut à travers le GH6, c'est vraiment pouvoir suivre l'avancée des technologies et proposer des fonctionnalités à la pointe de la technologie au moment où on se parle. Donc dans 2 ans, il faudra que le GH6 soit toujours à la pointe de la technologie, et ça, ce sera possible grâce à son nouveau processeur. La mise à jour dont on se parle, qui va arriver à court terme. C'est quoi à court terme ? C'est court terme, on verra bien. En tout cas, c'est court terme 2022 ou court terme ? C'est bientôt. C'est avant 2025. Vous verrez, vous aurez la surprise. Faut garder des moments de surprise. Je les sens bien. Il y a un salon de la photo qui reprend apparemment... autre surprise alors, autre annonce. Donc il y a 3 choses qui sont intégrées dans cette mise à jour à venir, qui sont pas des moindres, je crois, Romain, sur l'effet que ça a fait quand on te l'a dit. En tout cas, la première chose, c'est que depuis le début, on parle de ProRes. On se parle bien de ProRes en 5.7K. Grâce à cette mise à jour, en interne bien sûr, interne illimité toujours. Ce ProRes, donc en 4.2.2 et 4.2.2 HQ, on l'a pas précisé, sera disponible en cinéma 4K et en Full HD. Donc ce sera sur des formats d'enregistrement qui seront plus accessibles
possible parce que tout le monde n'a pas besoin de tourner en 6K en permanence. Donc, et là, surtout, il y a une demande pour le C4K aussi. Exactement. On précise que c'est le C4K, parce que tout le monde sait parce que c'est un 4K cinéma. Alors, donc, l'Ultra HD, c'est 3840 par 2160. Donc, 2160, le deuxième chiffre, c'est en gros la hauteur ou le nombre de lignes. Et là, le C4K, ça va être un format un peu plus large, c'est 4096 par 2160. Voilà, en fait, ce qu'on appelle 4K, c'est l'Ultra HD. Donc ensuite, la deuxième chose qui va arriver, ça concerne le slow motion justement en 4K 120, puisque le 4K 120 sera disponible en ProRes RAW via HDMI, donc via écran Atomos. Et la troisième nouveauté, pas des moindres, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la CF Express. D'ailleurs, j'en profite pour préciser quand même qu'on parle de CF Express, mais il y a bien 2 slots, 2 fentes d'enregistrement dans le GH6. Une SD pour conserver ceux qui veulent utiliser de la SD et une CF Express. Mais c'est une CF Express type B d'ailleurs. Type B, c'est pas la type A. Type A, tout à fait. Et cette CF Express, donc évidemment, ça pèse un peu dans le budget. Si on veut enregistrer des heures de ProRes, il va falloir des quantités monstrueuses de CF Express. C'est la raison pour laquelle dans cette mise à jour, on aura aussi accès à l'enregistrement direct sur SSD, donc directement via USB. Ça, c'était l'une des nouveautés qui m'a vraiment le plus intéressé dans les annonces lorsqu'on en a discuté, parce que on aime ce genre de côté très portable, et parfois de se dire le SSD que je vais utiliser pour shooter, je rentre chez moi, je le branche à mon ordi et c'est parti. Donc là vraiment on gagne du temps et de la rapidité. Il y a un aspect dont pas grand monde parle sur l'aspect vidéo du GH6. C'est des tests qui ont montré ça. Il a un rolling shutter qui est excellent, le GH6. Et il y a des gens qui sont allergiques au rolling shutter. Et il y a des gens qui ont fait des tests, ils ont dit GH6, excellent rolling shutter. Et les ingénieurs de chez Pana ont insisté en disant on a travaillé sur le rolling shutter et il est très faible. Là, peut-être tu peux aussi repréciser aux gens ce qu'est le rolling shutter, c'est ce phénomène qui est un petit peu désagréable à l'œil. On va avoir tendance, lorsqu'on fait un gauche-droite rapide avec la caméra, à avoir les images qui se déforment. Des balayages un peu rapides, à l'horizontale notamment. Exactement. Et donc là, on va garder des lignes qui sont beaucoup plus droites. Donc ça va être utile. Pourquoi ? Pour des gens qui font par exemple des films d'action ou des choses comme ça. Je reviens rapidement sur la mise à jour. Il y a une information quand même assez importante que j'ai pas donnée. Le GH6, pour la première fois, va être mettable à jour. En tout cas, on pourra le mettre à jour directement via l'application Lumix. Donc Lumix 5, SYNC pour synchronisation. Ça, c'est la première fois qu'on n'aura plus besoin de prendre une carte SD pour mettre à jour son boîtier. Alors on l'a vu, le Lumix GH6 c'est une véritable bête côté vidéo, une véritable caméra professionnelle, mais cet appareil n'est pas en reste non plus côté photo. Il intègre par exemple un nouveau mode ultra haute définition de 100 millions de pixels, utilisable soi-disant à main levée. On vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe, Olivier Lavielle, lui aussi ambassadeur Lumix, qui était à tes côtés, Romain, à Miami, pour prendre en main et tester ce nouveau boîtier. Il nous parle de cette nouvelle fonctionnalité. On l'écoute. On avait ces modes-là sur les boîtiers de la gamme de Panasonic à partir du G9 en passant par la série S, puisqu'effectivement il s'agit d'un mouvement du capteur qui va prendre plusieurs photos, qui va les assembler pour faire une photo de très haute définition, qui concerne le GH6, qui va faire une photo de 100 millions de pixels. Donc ça, c'est absolument génial à utiliser. Et là, quand Panasonic nous a annoncé qu'avec le GH6, on allait pouvoir faire ça à main levée, j'étais très intrigué. À vrai dire, j'avais quelques doutes finalement, parce que je me demandais comment ça allait pouvoir marcher et si ça allait donner de très bons résultats. Et force est de constater que c'est absolument génial. Et puis ça démontre quelque chose de très intéressant sur le GH6, c'est sa capacité à stabiliser l'image. Donc moi, je suis très content puisque ça m'évite de me trimballer mon trépied, le genre de truc qui fait chier tous les photographes en règle générale. Si on se pose la question de savoir à quoi ça sert de faire des photos en 100 millions de pixels, la réponse, elle est très simple. C'est sûr que si c'est pour les mettre sur Instagram, ça sert à rien du tout. Voilà, si c'est pour les imprimer sur du papier A4, du 8 millions de pixels, ça suffit. Quand on veut une photo avec beaucoup de millions de pixels, c'est qu'on a un intérêt à faire des grandes impressions. Et donc, évidemment, je vais pouvoir cropper dans l'image sans perdre de définition. Avant d'arriver à un 25 millions de pixels, ce qui suffit largement pour faire du 2 mètres par 2, on peut cropper limite 4 fois dans l'image déjà. Donc, en ce qui concerne moi, mon travail, j'ai un grand intérêt à faire ce genre de photos très hautement définies parce que elles vont être imprimées sur des très grands formats pour être mises en galerie. Donc, c'est très confortable pour la mode, le packshotting, la photo d'art, etc., etc.
Mathilde, outre ce nouveau mode d'enregistrement à 100 millions de pixels, c'est quoi les arguments et les atouts du GH6 en photo? Même si je sais que c'est pas son secteur de prédilection. C'est pas sa priorité en tout cas. Effectivement, le GH6, on va plus l'orienter sur soit des vidéastes purs, soit des vidéastes qui vont vouloir un seul boîtier pour leurs activités vidéo et photo. Effectivement, on a ce mode haute résolution. On a évidemment la double stabilisation qui revient au centre de l'utilisation photographique également. Et il y a une autre grosse nouveauté sur la partie photo au-delà de ce mode haute résolution, c'est la partie rafale. Le GH6 récupère une rafale à 75 images par seconde en AFC. Ce qui est énorme. Et ce qui va permettre d'avoir des utilisations diverses en photo aussi. Mais il est où le loup là? Parce que 75 images secondes, c'est énorme. En AFS. En AFS. Ah oui, en AFS uniquement. En électronique. Ah oui, d'accord. Ouais, tout à fait. C'est pas sur un suivi de sujet du coup. Non, en AFC, on est à 8 images secondes. Ah oui. Voilà. Et en mécanique, on est à 14 images secondes en AFS. Donc ça, c'est pour la partie rafale. Après, on n'orientera jamais un photographe qui va faire 10% de vidéos dans son activité sur un GH6 parce qu'il serait frustré. Olivier le dit très bien aussi. Quelqu'un qui va vouloir faire de la photo va s'orienter soit sur un G9 qui est vraiment le modèle à avoir en photo chez Lumix, où là, on a des niveaux de rafale impressionnants. On est à 60 images secondes en AFS et 20 images secondes en AFC. Donc si je veux de la rafale pur et dur dans mon travail, je vais plus aller sur du G9, qui pour autant n'est pas en reste en vidéo. On a quand même du 422 10 bits en 4K 30p en interne, 60p en HDMI, donc il n'est pas en reste sur la partie vidéo. On a du Vlog L, enfin voilà, il y a d'autres choses sur le G9. Et en revanche, si on veut passer sur de la photo plein format, là on va clairement s'orienter sur le S5, qui est le modèle par excellence chez Lumix, sur le plein format, en version compacte du coup. Mais là, puisqu'on parlait de photos et qu'on est dans l'univers micro 4 tiers, on a envie là de voir débarquer un G9 Mark II avec un 100 millions de pixels, avec le capteur 25 millions. Pas trop sur le quiz et la question qui tue. Ça fait envie tout de suite. Le G9 aujourd'hui, il est complètement dans l'air du temps encore en 2022. Son mode haute résolution, pour rappel, du coup, c'est 80 millions de pixels, ce qui est déjà largement suffisant. Mais c'est vrai. Avec de belles mises à jour, vidéo aussi. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Le 422 10 bits 30p en 4K, oui. Un GH5 quasiment, quoi. Ouais, quasiment. Et ça, grâce à des mises à jour. Et effectivement, le G9 continuera à être sujet à des mises à jour potentiellement. Bon. Affaire à suivre. Mathilde, Romain, on commence à s'approcher de la fin de cette grande discussion autour du GH6. Alors peut-être avant de passer au débrief, Mathilde, tu peux nous faire un mot sur le prix et la disponibilité de ce nouveau GH6? Ouais, donc le GH6 est déjà disponible en fait dans les magasins depuis mi-mars. On a un boîtier nu qui se place à 2199 € et ensuite on a deux kits disponibles. On a un kit avec l'objectif Lumix 12-60 mm f3.556 à 2399 € et puis on a un kit un peu plus haut de gamme avec l'objectif Leica cette fois, Leica 12-60 mm aussi, mais à ouverture f2.8.4 qui là va se placer à 2799 €. Ce qui est, et c'était le but des ingénieurs d'ailleurs, un budget qui est complètement maîtrisé au regard de tout ce qu'il apporte en termes de caractéristiques. Bon, il y a une petite offre de lancement, si j'ai bien compris aussi. Tout à fait, il y a une offre de lancement qui va concerner notamment les CF Express dont on parlait tout à l'heure. Donc cette offre de lancement, elle est disponible jusqu'au 30 avril, donc ça laisse le temps de se décider sur l'achat du boîtier. Et effectivement, pour cet achat du GH6, on va obtenir deux choses. On va obtenir 1 an de garantie supplémentaire sur le boîtier et une carte CF Express 128 Go de chez Lexar, en type B donc, qui va être offerte dans le cadre de cet achat. Ce qui est pas mal parce que c'est pas donné. 200 €, d'après ce que j'ai compris. C'est exactement ça. 220 € pour être précis. On le trouve en magasin? Oui, on le trouve en magasin depuis mi-mars. Très bien, merci. Alors moi, j'ai quand même une question qu'il faut qu'on pose. C'est pas un peu contradictoire de proposer le GH6 équipé d'un capteur micro 4 tiers plus cher que le Lumix S5 qui lui est équipé d'un capteur 24-36 et qui est aussi extrêmement performant côté vidéo? Ouais, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes boîtiers. Le GH6, ça fait plusieurs années qu'il est dans les cartons de la R&D chez Panasonic. Pour donner un petit secret de chez Lumix, en fait, le GH6, moi, je l'ai vu en janvier 2020 au Japon,
tel qu'il est aujourd'hui. Le boîtier est terminé depuis 2 ans. Ah ouais. Mais tout ça pour dire, oh là là, mon Dieu, tout ça pour dire que les ingénieurs sont sur le développement uniquement software de tout ce qui se passe à l'intérieur du boîtier depuis 2 ans. Ils ont passé 2 ans sur juste l'intérieur du boîtier. Toutes ces fonctionnalités-là, aujourd'hui, elles sont possibles, je dirais, dans un budget qui est quand même bien accessible par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Le S5, c'est vraiment un autre sujet. On est sur du plein format. Évidemment, il est bon en vidéo. Hein. Pareil, on monte jusqu'en 4.2 10 bits. Mais on a des limites et c'est là où en fait on voit que Lumix a voulu proposer finalement un capteur plein format accessible, mais pas avec toutes les fonctions, quoi. C'est pour ça que le prix justement est justifié par rapport à ça, où on voit justement lorsqu'on passe d'un GH6, on sort du menu du GH6, on se met sur un S5, on se dit il va manquer des choses. Ne serait-ce que le recadrage en 50p, 4K 50p de 1,5 fois. Hein. Exactement, il y a ça, mais bon, tu pars du 24-36, donc tu pars avec un avantage, mais c'est surtout sur les modes d'enregistrement. Là, les modes d'enregistrement, les options, etc., le GH6 l'explose à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on l'appelle le mini S1H. En fait, c'est le S1H du micro 4 tiers. Et ça te fait la même impression lorsque tu tournes au S1H et que tu bascules sur un S5, tu te dis il va te manquer des choses. Par contre, faut pas se méprendre, c'est un excellent boîtier. Moi, je l'adore. Hyper compact, hyper léger, le S5. Mortel en low light. Enfin voilà. Donc, pour de l'accessible, en tout cas en full frame, top. Après, vraiment, le GH6, il a ce côté-là. Vraiment, les specs, vraiment en avant, quoi. Mathilde, le GH6, c'est un boîtier qui est considéré comme dans la gamme professionnelle chez Panasonic, chez Lumix. Du coup, il peut intégrer le programme Lumix Pro. C'est quoi exactement ce programme? En quoi ça consiste? Tout à fait, ouais. Il va intégrer ce programme Lumix Pro qui concerne à la fois les Lumix G, donc les micro 4 tiers, et les pleins formats Lumix S. Hein, les deux catégories sont intégrées dans ce programme. C'est un programme de service et d'entretien, de réparation des boîtiers. On sait, comme je le disais, que les boîtiers sont des outils de production et des outils de travail avant tout. Donc l'idée, c'est vraiment de soutenir les créateurs au moment où ils en ont le plus besoin. Vous avez une assistance téléphonique qui est liée à ce programme qui va vous permettre de rapidement gérer votre problématique. Il y a tout un système de prêt de boîtiers de remplacement en attendant que le vôtre soit réparé. C'est un programme qui fonctionne sur plusieurs niveaux d'adhésion, dans lesquels vous allez avoir la possibilité d'inscrire plus ou moins de boîtiers selon votre parc de boîtiers et d'optiques, puisque les objectifs sont aussi concernés par ce programme. Et donc, on va gérer avec ce programme la possibilité de réparer vos boîtiers et de vous en prêter un autre, par exemple, en attendant. Et voilà, c'est un programme qui existe depuis les Lumix S. Hein. Ça a été créé en 2019, déjà, avec les pleins formats. Et donc, oui, il y a beaucoup d'inscrits sur ce programme-là, du fait qu'il est accessible sur les deux gammes, micro 4 tiers et plein format. Alors, on a parlé du GH6 en long, en large et en travers. On n'a pas vraiment encore parlé d'optique. Pourtant, il y a des choses à dire sur la gamme. Faut faire toute une émission sur les Lumix micro 4 tiers. Il y a deux optiques qui ont été annoncées, sorties récemment. Deux zooms, un peu d'exception, à ouverture constante. Un 10-25 mm f1.7 et un 25-50 mm f1.7 signé Leica. Romain, est-ce que tu as pu déjà un peu tester ces deux optiques? Est-ce que tu l'as fait sur le GH6? Est-ce que ça match? Est-ce qu'il y a un match là entre ces produits-là? En termes d'image, bien évidemment, parce que ça suit le but de qualité d'image, vraiment top. Avoir du micro 4 tiers en 1.7, c'est vraiment agréable parce qu'on va aller chercher justement le manque de lumière qu'on pourra avoir par rapport à la taille du capteur. Par contre, c'est des objectifs que j'ai pas forcément utilisés parce que je suis vraiment orienté run and gun. Je les ai testés plutôt chez moi en test ou un peu à Miami hors des shoots. Après, moi, je suis run and gun peut-être. Ouais, run and gun, c'est vraiment de se balader et shooter quoi. C'est-à-dire de se balader et filmer le plus léger entre guillemets possible. On essaie de pas tout prendre non plus. Et lorsqu'on utilise un stabilisateur, lorsque on utilise, il faut pas que le sac soit trop lourd parce que sinon on a toujours quelque chose à prendre. Et moi, je suis vraiment un fan du 12-35. En gros, j'ai tourné ma vidéo avec mon pack d'objectifs anamorphiques qui fait déjà un certain poids. Et à côté de ça, sinon, lorsque j'utilise du sphérique et non pas de l'anamorphique, ça va être le 12-35 que j'adore depuis qui ouvre de 8. Qui ouvre de 8. Qui est stabilisé aussi d'ailleurs. Ouais, et j'adore cet objectif. C'est vraiment le passe-partout. C'est l'équivalent du 24-70 en full frame. C'est vraiment celui que j'adore. Et s'il y a un objectif que je dois prendre, c'est sans aucun doute celui-là. Et l'autre que j'adore également, c'est le 100-400. Vraiment, il est
excellent. Faut pas trop bouger avec cet objectif-là, c'est pas fait pour. Par contre, c'est avec celui-là que j'ai tourné Wild Namibia, justement, donc j'ai shooté vraiment les animaux de très loin, parce qu'il faut quand même rappeler que le micro 4 tiers a un crop factor de x2, donc ça veut dire que si vous utilisez un 100 mm, ça devient du 200 mm. Donc par contre, ce qui est parfois pour certains une contrainte peut devenir un avantage pour d'autres. Lorsque vous avez un 100-400, eh ben ça devient un 200-800 mm. Regardez le prix d'un 800 mm en full frame, c'est plus de 10 000 euros. Tandis que là, celui-là, il fait dans les 1500 euros. C'est vraiment un objectif que j'adore. Mais pour répondre à ta question, pas trop testé, un petit peu. J'ai juste vu la qualité d'image était excellente, mais je suis plus avec mon 12-35 et mon 100-400. Pour le coup, ouais, je crois que c'est plus Bernard qui a testé ses objectifs, parce que comme lui, il est en studio, il bouge un peu moins et il est plus attentif. Disons qu'il est attaché à avoir des optiques les plus lumineuses possibles et les plus haut de gamme possibles, parce que c'est quand même des objectifs, pour le coup, très haut de gamme. Mais tout à l'heure, quand je parlais du G1, ça allait effectivement avec cette monture micro 4 tiers qui a 14 ans, elle aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un parc optique qui est très large. Rien que chez Lumix, on est à une trentaine d'optiques, mais c'est aussi une monture qui est compatible avec tous les objectifs Olympus. Et Romain a utilisé des objectifs anamorphiques, mais il y a bon nombre d'autres marques qui se sont rendues compatibles avec cette monture. Et justement, par rapport aux optiques anamorphiques, tu disais qu'il y en avait aussi dans ton sac. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu pourrais conseiller, peut-être à nos auditeurs ? Alors oui, en fait, il faut juste comprendre l'anamorphique, comment ça marche sur un boîtier comme ça. On va prendre une première lentille, donc un premier objectif normal qu'on va appeler la taking lens. Donc on peut prendre diverses choses, mais en gros, il faut que une fois que le crop factor est appliqué, c'est-à-dire le x2, il faut que ça fasse à peu près 50 mm. Donc si vous prenez par exemple le 25 1.4 de chez Lumix qu'utilise Bernard, hyper piqué d'ailleurs, c'est très bien. Moi, je préfère les vieilles optiques russes. J'utilise donc un Helios 44-2 qui est un 58 mm qui ouvre à f2 et qui a le fameux bokeh tournant, le swirling bokeh, swirling bokeh, ouais. Voilà. Tourbillonnant, je crois. Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, que j'adore déjà, juste en tant qu'optique de base. Et devant, vous venez mettre une lentille anamorphique, donc un adaptateur anamorphique, qui est finalement, à la base, ce sont des vieilles optiques de projection de cinéma qu'on vient mettre devant avec une bague. Et donc, ça dépend le ratio, x2, x1.5, etc. Moi, j'utilise du x2 parce que avec le 4 tiers, c'est ça l'avantage. Lorsqu'on fait du ratio x2, ça vous fait du 2.39 en anamorphique. Donc, c'est le ratio parfait. Mais surtout, voilà, on va avoir deux modèles. Vous avez le Sankor 16C, donc c'est des vieilles optiques que vous trouvez sur eBay, ou alors Kowa 16H ou 8Z, c'est la même chose. Ça, c'est ce que j'utilise. Le Kowa sera plus cher, mais plus qualitatif, plus large, mais vraiment très, très piqué. Donc voilà. Romain, pour finir, est-ce que tu conseilles aux possesseurs du GH5 de passer sur le GH6? Alors, moi, je ne conseille rien. C'est-à-dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas un vendeur, je donne simplement mon ressenti et la marque aime bien faire appel à moi par rapport à ça. Et les utilisateurs ont bien vu aussi par rapport au blog et même les groupes Facebook que je dis ce que je pense, j'aime pas. Clairement, quand on me dit j'ai un GH5, est-ce que je passe au GH6 ? Déjà, pourquoi tu te poses la question? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Comme d'habitude, c'est-à-dire, est-ce qu'on en a besoin? Il faut se poser la question par rapport aux besoins. Les gens qui vont avoir besoin d'avoir du slow motion de grande qualité, d'avoir une nouvelle color science, d'avoir une meilleure dynamique, s'ils veulent shooter de l'anamorphique en 5,8K et j'en passe, alors là oui, et du ProRes en interne, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin. Il y a pas mal de gens qui aiment aussi simplement changer de matos, j'en connais plein, et pour se faire plaisir, la réponse c'est oui, parce que vous verrez vraiment clairement un gros changement, un gros step par rapport au GH5. Après, quand on me dit ouais mais finalement par rapport à la ligne des S, comment ça se positionne le micro 4 tiers et le GH6, etc. Il faut pas oublier que justement tous les possesseurs de GH4, de GH5, qui ont un parc d'objectifs de micro 4 tiers qui est important, pour moi c'est hyper intéressant pour ces gens-là de s'acheter un boîtier à 2000 €. Donc bien sûr que c'est cher 2000 €, mais regardez les prix que valent les autres caméras, les autres boîtiers, c'est à peu près 2000, 3000, 4000, etc. Vous avez quand même un boîtier, alors vous aurez déjà tous les objectifs, un boîtier qui vous permettra de monter vraiment en grade en termes de qualité d'image, de définition et surtout, encore une fois, slow motion. Et puis voilà. Donc oui, pour moi, il y a clairement
Un mot sur l'autonomie, peut-être, on n'en a pas du tout parlé. C'est de l'ordre d'une heure et demie. Ouais, elle est bonne parce qu'il y a un nouvel accu, je crois. Enfin, c'est celui qui est utilisé dans le S5. C'est bien ça. C'est la batterie du S5. Ça, je le Donc, reprécise. si on a un GH5, il faut investir dans des nouvelles batteries quand même. C'est ça. Donc, en fait, il y a eu la question qui a été posée plusieurs fois. Les batteries du GH5 vont aller dans le GH6. Par contre, attention, vous allez avoir des fonctions qui vont être grisées, qui vont être limitées parce que le boîtier a besoin de plus de patates que ça. Donc, par contre, c'est les batteries du S5. Par contre, ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que pour répondre à cette autonomie aussi, effectivement, c'est 1h30 en vidéo. Ça, c'est avec une batterie, mais il est possible avec l'USB de charger. Alors avec déjà, on peut charger avec l'USB-C la batterie directement dans le boîtier, mais on peut aussi l'alimenter avec une batterie externe. Et pendant cette alimentation directe, la batterie se recharge, en plus de pouvoir utiliser le boîtier. Mais c'est clairement le genre de setup, par contre, qu'on va rencontrer sur du run and gun comme je fais moi. On va prendre 2 batteries, et puis après, au fur et à mesure, quand on fait les transferts, quand on prend la bagnole, etc., on branche le boîtier, il se recharge lorsqu'il est éteint, et après, comme je vous dis, même s'il faut et qu'on shoot avec un trépied, on met un coup de scotch, et franchement, ça dépanne vraiment bien, quoi. Donc l'autonomie, après, ça se gère. Je vais devoir mettre un terme à cette passionnante discussion autour du Lumix GH6, et il est temps que l'on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le vidéaste et photographe Romain Sarret et Mathilde Lécuyer de Lumix France pour parler du nouveau Lumix GH6. Romain, Mathilde, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Peut-être Mathilde, pour commencer, à qui s'adresse le Lumix GH6? Pour moi, il y a 2 cibles principales au GH6. Romain, qui est avec moi, fait partie d'une des 2 cibles. Le GH6, il s'adresse à la fois aux vidéastes professionnels et aux vidéastes qu'on appelle run and gun. Les vidéastes run and gun, c'est ceux qui vont avoir besoin d'être très mobiles dans leur utilisation du boîtier, d'avoir du matériel qui va être léger, qui va être compact, avec lequel ils peuvent passer des jours et des jours et des jours dans le sac à dos. Donc ça, c'est vraiment les premières personnes à qui s'adresse le GH6 de par sa compacité. Ensuite, vous avez aussi tout un ensemble de vidéastes qui sont professionnels, qui sont avec des setups beaucoup plus lourds, qui utilisent des caméras. Alors chez Lumix, ça se traduit chez Panasonic, ça se traduit par des Varicam, des Eva One, ou alors les pleins formats de chez Lumix, donc qui vont être des setups beaucoup plus lourds. Et là, le GH6 peut tout à fait servir de caméra B, puisque c'est notamment, il a notamment la possibilité d'avoir des luttes qui sont compatibles avec ces caméras, du fait que il retrouve le même V-Log, donc ce profil très flat, qui va être compatible avec toutes ces caméras et qui va en faire la caméra B parfaite. Et c'est important quand on parle de poids, de bien préciser, parce que la plupart des gens ont dit ouais, mais il est quand même il est plus gros qu'un GH5. Clairement, il y a une rupture quand même. Il est plus épais. Niveau de la capacité, plus épais. Je vous dis vraiment ce que je pense. L'ergonomie, on en parlait avec mes potes qui l'ont testé. L'ergonomie est vraiment excellente parce que finalement, on a une poignée qui est plus grande et pour, en tout cas, le type de main qu'on a, c'est vraiment parfait. La prise en main, elle est parfaite. Mais je tenais juste à souligner que il y a des gens qui vont dire ouais, mais bon, il est plus gros, un peu plus lourd, etc. par rapport à un S5 et tout ça. Mais il ne faut jamais oublier les optiques, les lentilles, parce qu'on parle de micro 4 tiers. Donc on parle d'un boîtier certes, mais après on va pouvoir mettre un 12-35 par exemple dessus qui est ultra léger, ultra compact. Donc l'ensemble va vous faire quelque chose de vraiment facile à transporter, de léger. Sur un stabilisateur gimbal, clairement on voit la différence. Et quand on a un S5 qui est léger et compact, on va lui mettre un 24-105 ou un 24-70, c'est pas la même au final. Bon, à l'inverse, si on met les fabuleux 10-25 et 25-50 1.7, là aussi voilà. On a un déséquilibre. Mais c'est vrai, bien évidemment. Il faut toujours parler, quand on parle d'un système, on parle d'un système, donc il faut parler du boîtier, il faut parler des optiques, mais ça vaut pour tout. Ça, c'est fondamental en fait. Complètement. Et quel que soit l'utilisateur, c'est aussi un boîtier qui va être très résistant justement et très fiable dans sa gestion de la chaleur, mais aussi dans sa gestion des éléments extérieurs, puisqu'il est toujours aussi tropicalisé. Mais Benjamin, je te réponds aussi par rapport aux optiques, il faut toujours en parler, et notamment en termes de coût. C'est-à-dire que ceux qui disent « Ouais, mais c'est le même prix qu'un S5, etc. » Regardez le prix des objectifs, que ça soit même pas chez Lumix, mais du plein format ou du micro 4 tiers, mais ça n'a rien à voir. Tout simplement, vous avez un pack d'objectifs micro 4 tiers, même d'occasion, qui vous permettra d'acheter des objectifs qui tuent à 200 €. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Romain, quelles sont les principales caractéristiques en vidéo de ce boîtier ? Moi,
principale caractéristique que j'aime ou principale caractéristique du boîtier? Du boîtier. Alors, il y a le 5,7K en ProRes en interne. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Meilleure dynamique avec le nouveau mode. Il y a un full V-Log. Il y a de l'anamorphique en 5,8K, le 4 canaux en son, le 4K 120 en 420 10 bits. Qu'est-ce que j'oublie? Les LUT, V-Log, le full V-Log bien sûr, mais et donc les LUT qui sont compatibles au format cube. Et puis la mise à jour. Et puis surtout, la mise à jour qui arrive, mais surtout tous les formats All Intra, Long Hop, etc. en illimité. Et ça, on oublie parfois que ces boîtiers-là, c'est l'énorme avantage, c'est full illimité. Et en plus, ça en chauffe avec le ventilo. Et toi, très succinctement, ce serait quoi ton top 3? Mon top 3, il est presque clair. C'est le mode anamorphique 5,8K. Moi, c'est le kiff absolu. Pour moi, c'est vraiment le rêve à ce niveau-là. Parce que un capteur 4 tiers, c'est fait pour ça. Pour le x2 anamorphique. Donc, je suis vraiment content. La nouvelle Color Science, ça vraiment, il faut faire la différence par rapport à un GH5 et vous verrez la différence lorsque vous verrez des comparatifs là-dessus. Et puis après, vraiment, le 4K 120. J'ai shooté ma vidéo en 24p. Ça m'a fait du 5 fois. C'est vraiment énorme et croyez-moi, c'est qualitatif, sinon je le dirais pas. C'est pas certains modes slow motion qu'on a pu voir par le passé, qui étaient bruités, qui étaient moins piqués, etc. C'est vraiment top qualité, donc hyper appréciable. Et tout ça en interne et en illimité, bien sûr. Et en interne et en illimité, je pense que ce serait la baseline du... C'est vrai, mais n'empêche que c'est important. On aurait dû l'appeler comme ça. Et peut-être un truc, parce que moi, je me considère comme, on va dire, amateur dans le domaine de la vidéo. Quand on parle de slow motion, on enregistre le son, on capte le son, là. C'est ça. En 100, en 4K 120. Ouais, d'accord. Et on a l'autofocus. Bon, Mathilde, qu'est-ce qui donne le GH6 en photo? Alors, il me reste la photo. Le GH6, il est polyvalent. On peut l'utiliser en photo si ça reste notre utilisation secondaire. On le considère beaucoup plus pour les vidéastes à 100%, bien sûr, mais aussi les vidéastes qui vont avoir besoin d'avoir un seul boîtier pour leurs deux activités de vidéaste et de photographe. On a un Modo 13 à 100 millions de pixels, donc qui va nous permettre d'avoir des... En interne et illimité. Illimité, à la photo en illimité. Putain, tu vas faire le slogan, Arthur, c'est parfait. Alors, pas en illimité, du coup, ça me fait enchaîner sur la rafale. Un buffer de 200 images, on n'en a pas parlé tout à l'heure, sur un niveau à 75 images secondes en AFS. Donc, important aussi en photo. Après, voilà, on va rappeler que ça reste quand même un boîtier vidéo. Pour ceux qui veulent principalement faire de la photo, on va plus les orienter sur un G9 ou alors en plein format sur un S5. Parfait. Et pour terminer, donne-nous 6 raisons d'acheter un Lumix GH6. J'ai du bol qui s'appelle pas le GH10, du coup. Ok, 6 raisons. La plus importante pour moi, un monstre des codecs. Voilà, Romain arrête pas d'en parler. Le ProRes, c'est quand même le truc de fou sur ce boîtier. C'est un tueur en vidéo. La 2, c'est un boîtier évolutif. Il va avoir cette mise à jour, notamment avec l'enregistrement sur SSD en interne et en illimité. En tout cas, sur SSD. Et ça, c'est pareil, c'est fou. C'est un boîtier qui est très résistant, très fiable, tropicalisé et surtout fiable grâce à son ventilateur. 4, compact. On est sur du micro 4 tiers. Compact et léger, y compris sur les optiques. Vraiment tout l'écosystème micro 4 tiers de manière générale. 5, professionnel. Il a le V-Log qui lui permet d'avoir ce profil flat et qui lui permet d'être compatible avec les caméras, avec des assistants professionnels. Et d'ailleurs, dans le professionnel, on n'en a pas parlé, l'HDMI, qui est une HDMI 2.1, donc future-proof, on peut dire. Et HDMI A. HDMI A, et du coup ça me fait penser à l'écran qui est un écran à la fois orientable et inclinable, ce qui permet d'avoir un câble HDMI branché sans pour autant être gêné par cet écran qui est orientable. Tu en veux une 6e? Bien Allez, sûr. la dernière. La globalité du boîtier, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour le prix qui est complètement maîtrisé. Parfait, merci beaucoup pour ces explications. On attaque la dernière partie de cette grande émission spéciale dédiée au Lumix GH6 avec le quiz.
Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées à vous, la team Lumix, via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Romain, Mathilde, avez-vous bien compris la consigne ? Allons-y. Première question qui t'est destinée, Mathilde, qui nous vient d'un certain Julien.FLZ. Julien se demande, est-ce qu'une version plus orientée photo du GH6 va voir le jour ? Clairement, le GH6, pour moi, c'est pas un produit qui va s'orienter de plus en plus photo. Il va s'orienter de plus en plus vidéo, surtout. Encore une fois, si on veut s'orienter photo, on va s'orienter plus sur le G9. Ça fait beaucoup de fois s'orienter, mais c'est le cas. Le G9 est mis à jour régulièrement sur les capacités photo et vidéo. Donc, pour moi, clairement, s'il faut s'orienter sur un boîtier photo, ce sera le G9. Ou alors le S5 en plein format. Sachant que le G9 a même un petit écran LCD sur le dessus du boîtier qui lui permet en plus d'avoir un argument supplémentaire sur la photo. Tu n'as absolument pas répondu à la question, mais c'est pas grave. Ouais, Je joue la femme politique. Deuxième question qu'il t'est aussi destinée, Mathilde, qui nous vient d'un dénommé GRO_LART. Cette personne se demande, est-ce que l'autofocus du GH6 arrivera sur la gamme Lumix S avec une mise à jour ? Car il lui semble qu'il y a beaucoup de progrès. Effectivement, il y a beaucoup de progrès. En fait, c'est l'inverse. L'AF du GH6 est tiré des Lumix S à l'origine pour la partie reconnaissance. Et le nouveau processeur du GH6 lui permet d'être plus rapide et plus performant dans cette reconnaissance et ce suivi. De toute façon, les gammes plein format et micro 4 tiers, elles continuent à être développées, à être améliorées, toutes les deux. Donc, il est fort possible que la gamme Lumix S soit aussi améliorée de la même manière que le Lumix G. Donc oui. Donc, a priori, c'est une possibilité. Troisième question pour toi, Romain, qui nous vient d'un dénommé Sanji. Sanji se demande, quelle est, selon les ambassadeurs Lumix, la feature la plus unbelievable du GH6 ? Oh, je dirais clairement le 4K 120 quand même. Parce qu'avec ça, c'est une feature qu'on va pas trouver ailleurs dans l'équivalence de prix, etc. et qui fait vraiment monter votre projet d'un énorme cran, quoi. Ça ouvre vraiment des énormes possibilités. Et quelque chose que tu aurais aimé voir arriver et qui n'est pas arrivé finalement. Peut-être le Dual Native ISO, j'aurais aimé qu'il soit dessus pour avoir un low light au top. Très clair, merci beaucoup. Quatrième question qui nous vient de notre ami Gogo Jungle, qui est déjà venu à nos micros, photographe très puissant sur Instagram. Gogo Jungle se demande, si le micro 4 tiers vit encore, est-ce qu'il y aura bientôt un successeur au Lumix G9 ? Cette question t'est évidemment destinée, Mathilde. On parle beaucoup du G9 pour une émission GH6, mais c'est bien, je suis ravie de voir que les gens le connaissent. C'est faut pas pousser les ISO, hein. La gamme du micro 4 tiers, elle continue d'être développée, elle continuera d'être développée. Le micro 4 tiers va pas s'arrêter aujourd'hui. On le voit avec le GH6. C'est une gamme, un type de capteur qui est complètement complémentaire aux grands capteurs qu'on a aujourd'hui, qui sont surtout liés au plein format. Donc c'est une possibilité. C'est pas du tout une gamme qui s'arrête en tout cas. Avec détection de phase ? Pareil, c'est une gamme qui ne s'arrête pas. Et enfin, dernière question, une question de moi, une question de mes soins qui t'est destinée, Romain, une question qui tue. Romain, si tu devais te contenter d'un seul système pour la réalisation de tes vidéos dans le futur, tu choisirais le micro 4 tiers avec les GH ou le 24-36 avec les SH ? Pour la qualité globale, je dirais, j'ai vraiment une affection toute particulière pour le S1H, parce qu'il a tout. Donc je prendrais celui-là, le S1H. C'était très clair, en fait, c'était pas si... Les 30 secondes sont ça avait pas beaucoup de... C'était pas vraiment une question existentielle, je suis très déçu. Donc c'est pas une réponse de politique, parfait. Et si tu devais avoir qu'une seule optique pour réaliser toutes tes vidéos, ce serait laquelle ? En full frame ou en... du coup, avec le S1H, oui, avec soyons logiques. Le 24-105 F4, pourtant, j'adore. Je l'adore. Ah, ok. Je l'adore. Ok. Bon, et bien voilà qui conclut le quiz. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Romain, Mathilde, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous dans notre studio à nos micros. Quelles sont vos actualités en ce moment ? Romain ?
Alors, en ce moment, donc, j'ai la vidéo de Miami qui est sortie, Miami Mystery, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai également, donc, la formation du Lumix S5 que je vais bientôt sortir en vidéo. J'ai un petit peu tardé parce que j'avais pas mal de choses. Donc, ça sera une formation en ligne, que je vais vendre très bientôt, qui sera disponible d'ici 1 mois à peu près. Donc, tout savoir sur le Lumix S5, caisse optique, comment le régler, comment l'étalonner, etc., etc. Quel format? Enfin, combien de temps ça dure? C'est plusieurs épisodes ou... Ouais, ça sera que des mini vidéos hyper bien classées parce que je suis un psychopathe à ce niveau-là. Je veux que ça soit très clair, très facile, et ça sera de l'ordre de 2 heures de vidéo à peu près, mais que des mini vidéos de 5 minutes avec tout bien chapitré pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parfait. Bah écoute, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de t'entendre à nouveau dans ce podcast. Mathilde, l'actualité de Lumix, outre évidemment l'arrivée sur le marché de ce GH6. Alors déjà sur ce GH6, l'offre de lancement qui du coup est toujours en cours jusqu'au 30 avril, donc qui va permettre d'offrir pour tout achat d'un GH6 à la fois 1 an de garantie supplémentaire et puis une carte CF Express Lexar 128 Go, type B bien sûr. On a aussi la mise à jour bien sûr sur le GH6, donc là à court terme avec l'enregistrement sur SSD en direct et puis le 4K120 en ProRes RAW via HDMI et le ProRes 422 HQ en cinéma 4K et en Full HD. Très court terme du coup. Très court terme. Et la dernière chose, c'est une Rec Session, ce qu'on appelle des Rec Sessions chez nous. Donc là, on se retrouve un peu dans la même configuration qu'ici, mais cette fois-ci en vidéo, et dans lequel vous aurez le plaisir de me retrouver avec Romain Sarret, Bernard Bertrand et Olivier Lavielle, qui sont intervenus dans ce podcast également, pour discuter longuement autour du GH6. Et dis-moi, Lumix a pour habitude d'organiser des grandes sessions de prise en main des boîtiers, des workshops. Vous l'avez fait au moment du lancement des S. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu un peu comme ça autour du GH6? On est en train de mettre plein de choses en place autour du GH6, donc ça réserve plein de surprises pour la suite. Ok, ça marche, on n'en saura pas plus. Voilà donc pour cette émission spéciale Lumix autour du nouvel hybride GH6. On vous donne rendez-vous dans quelques jours, dès jeudi prochain, pour la seconde émission du podcast. Faut pas pousser les ISO. Première émission au coin du feu de cette saison 4. Nous recevrons pour l'occasion le photographe et réalisateur Alexis Berg pour découvrir son travail sur une incroyable et légendaire course à pied d'Ultra Trail, la Barclay. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Et à jeudi. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.